Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de retrouver Nathalie Reims. Bonsoir Nathalie Reims. Bonsoir. Alors ce soir on vous reçoit pour le livre qui est paru le 11 janvier aux éditions Léo Cher qui s'appelle Au long des jours, le voilà. Avant qu'on discute toutes les deux de ce merveilleux roman, moi j'ai passé un très bon moment à vous lire. De toute façon c'est toujours un bon rendez-vous quand on vous a entre les mains et qu'on vous lit. Je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent vous poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser ou directement sur Facebook en commentaire et Frédéric de Gelt viendra vous les poser. Comment allez-vous Nathalie? J'ai l'impression que vous allez de mieux en mieux. Ben, écoutez, c'est très gentil. Là, écoutez, c'est drôle ce que vous me dites parce que ça, c'était très bien. Je crois que j'ai dû un peu attraper comme 90% des Français la Covid, ce qui n'était pas simple et un peu encore moins simple quand on est comme moi transplanté, on est greffé, puisque voilà, j'ai fait un livre dessus, donc c'est pas un scrape qui s'appelle Les reins et les cœurs. Mais en dehors de ça, ça va plutôt très bien. J'aurais pu m'en passer parce que franchement, c'est crevant. Et que ça s'est mélangé un petit peu avec toute la sortie du livre et avec tout ce qu'il y a eu à faire. Mais le livre reçoit un tel accueil, on est tellement, oui, surpris. Enfin, moi, je suis toujours surprise parce que je fais partie, j'espère, comme beaucoup d'auteurs, de gens qui n'attendent rien de particulier. On écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement, on écrit parce qu'on a besoin à ce moment-là de raconter telle ou telle histoire. Et puis, c'est très difficile de se projeter après pour la sortie d'un livre. Ça, une fois qu'il nous échappe, qu'il est passé par toutes les étapes et qu'on l'a entre les mains, qu'il est imprimé, il est déjà plus tout à fait à nous. Donc, c'est vrai qu'il a reçu un accueil absolument extraordinaire et ça, enfin, même avant la sortie. Donc, on a été un peu surpris, très, très contents et en même temps, voilà, et en même temps, ça va mieux, mais j'ai été, comme tous les Français, touchée par ce virus. Alors, c'est votre 23e roman. Alors, je vais faire un pont avec la Covid. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le confinement, ce livre n'aurait pas été écrit? Puisque je crois savoir que c'est en faisant du rangement que vous avez trouvé la montré à tout le monde. Alors, voilà, je vais la partager. On va la voir, la couverture, la sublime couverture. Vous avez retrouvé un Polaroid, vous allez nous raconter. Oui. Est-ce que ça... Alors, je pense, ou enfin, en tout cas, c'est toujours très difficile de se poser ce genre de questions avec du recul. Je m'étais dit la même chose pour pas le livre précédent qui était d'Angers Henri, mais celui avant qui s'appelait Romane, ou Roman, comme on veut, et qui avait été déclenché par la soirée des Césars après le scandale de Roman Polanski, qui avait suscité Roman Polanski. Là, j'étais en plein confinement. Donc là, en effet, je ne m'étais pas posé la question. J'avais eu envie de rentrer dans son univers. J'avais eu le temps, j'avais regardé ses films, lu sa biographie. Là, j'ai rangé, c'est vrai que je rangeais. Et que je suis tombée sur ce Polaroid qui a pris ma sœur en 1978. Et non, sans la photo, en fait. C'est pas tellement une histoire de confinement ou pas confinement. Sans cette photo que je connaissais, je la savais, cette photo. Même si je savais plus très bien dans quel tiroir elle était ou à quel endroit elle était, mais sans cette photo, non. Peut-être que j'aurais pas écrit au long des jours parce que peut-être que je ne me le serais pas autorisé bizarrement. Euh, D'abord parce que pour moi, c'était une histoire qui était secrète depuis mes 18 ans. Alors vous allez me dire que bah, le secret, au bout d'un moment, quand il touche plus de gens essentiels et qui ne risquent pas d'abîmer ou de faire de mal, puisque je suis un écrivain qui n'aime pas faire de mal. Il y a des écrivains qui font du mal et d'autres pas. Moi, je n'aime pas ça. Mais en effet, la photo était comme la certitude qu'il était temps de publier les bancs et, et de se faire part, en fait, une espèce de, comme ça, de passeport pour exister et pour raconter cette histoire qui est celle d'une jeune fille, une jeune femme de 18 ans qui fait du théâtre, en l'occurrence moi. C'est la partie autobiographique. J'ai vraiment deux parties dans mon écriture. J'ai la partie qui a l'air plus fictionnelle, mais qui en fait est assez autobiographique aussi, mais se voit moins. Et puis la partie
la partie roman vrai, parce que j'aime pas le mot autofiction du tout, parce que je pense que l'autofiction n'existe pas d'abord, et que dès qu'on se met à écrire, quelle que soit celle d'entre nous ou celui d'entre nous qui écrit, à partir du moment où on fait appel à l'écriture, les choses se transfigurent. Je ne dis pas que les souvenirs soient déformés, ils le sont sûrement, enfin, le temps passe. En tout cas, l'écriture transfigure les choses. Donc, là, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de raconter cette jeune fille-là, et celle qui a vécu cet amour-là au moment où je commençais mon métier de comédienne, au moment où j'étais rentrée à la rue Blanche, je commençais déjà à travailler, à gagner ma vie, à être indépendante. Mais ce qui était le plus important pour moi, je pense, dans le projet de départ, en fait, le projet de départ de ce livre, c'était d'arriver à me replonger dans la fille que j'étais à 18 ans, pas la femme de 60 que je suis aujourd'hui, qui se serait penchée sur son passé en disant, voilà, quelle jeune fille est-ce que j'étais à 18 ans? Non, je voulais retrouver absolument dans l'écriture et dans le récit de cette histoire d'amour, parce qu'il s'agit vraiment d'une histoire d'amour, de toute façon. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je voulais retrouver celle que j'étais, c'est-à-dire avec tout ce qu'on peut avoir de... Non, non pas de naïveté, parce que je crois que l'héroïne, elle n'est pas du tout naïve, de lucidité, mais de voir en fait, de voir les choses avec les... On ne regarde pas les mêmes choses quand on a 18 ans, on ne fait pas attention aux mêmes choses, on apprend la vie tout simplement. Et en fait, finalement, en commençant d'abord à lire, parce que notre histoire, à lui, je l'appelle l'oiseau, hein, je ne peux pas l'appeler autrement. Dans le roman, c'est toujours l'oiseau quelque chose, l'oiseau de jet ou l'oiseau de poussière ou l'oiseau de malheur, parce que il était vraiment comme un oiseau. D'abord, il n'y avait pas de portable à l'époque, et il était difficile, oui, ça paraît fou, mais bon, dans les années, fin des années 70, il n'y avait pas de portable. Donc, se joindre, tout devenait plus romanesque, plus compliqué. Mais je n'arrivais pas à le nommer autrement, ne serait-ce que parce que toute notre relation, je l'ai toujours appelée comme ça. Parce que je n'aimais pas, parce que d'abord, personne ne l'appelait par son prénom. Et ensuite, parce que les gens l'appelaient Moulou et que je trouvais que c'était pas beau, ça lui allait pas. Donc, je l'avais appelé l'oiseau. Et en fait, bon, l'idée d'écrire ça, c'était d'une certaine façon avoir la certitude que c'était bien moi qui l'avais choisi, enfin comme de toute façon j'ai choisi mon parcours, et de raconter le parcours initiatique d'un premier amour, avec ce que ça peut comporter de merveilleux, de dangereux, de douloureux, surtout quand on est comme moi, une jeune fille qui, il faut dire la vérité, a un goût avait un goût, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai plus l'âge de me poser cette question, mais avait un goût pour les hommes beaucoup plus âgés, c'est vrai. Donc, le danger va avec. Moi, ce que j'ai noté quand je vous ai lu, c'est le mot liberté, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liberté dans vos choix. D'ailleurs, vous êtes très libre, et je trouve que ça transpire aussi à travers votre écriture. Mais avant qu'on replonge dans l'année 78, parce que c'est l'année 77-78 à peu près, c'est ça, hein, si 78-79, oui. 79. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappée, parce que moi, je vous lis depuis longtemps. Votre livre est dédié à votre sœur. Il me semble que vous n'avez jamais écrit un livre où votre sœur était citée, mais là, elle est très présente par la photo, par le fait, voilà, et puis surtout, elle vous a prêté sa chambre, quoi, son appartement, donc elle est très présente aussi. Elle est présente d'abord parce que s'il n'y avait pas eu cette histoire de chambre, il n'y aurait pas eu... Tu sais, c'est toujours le battement d'une aile de papillon qui fait que les choses sont comme ça, mais bon, lui, il me l'avait dit tout de suite, hein, il n'était pas libre. Il était marié à une femme très jalouse et il m'a dit aussi tout de suite qu'il aimait les femmes. Donc, il n'a pas menti là-dessus. Se retrouver, moi, je vivais seule avec mon père à l'époque. Je travaillais, je jouais tous les soirs au théâtre de la ville. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Une pièce de Serge Rezvani qui était mise en scène par Georges Lavelli avec Maria Cazares.
j'entamais ma première année de la rue Blanche. Et bon, je vivais seule avec mon père, mes parents étaient divorcés. Je voyais assez mal amener chez moi un homme qui avait à peu près le même âge que mon père. À peu près, oui, enfin, il était un peu plus jeune, mais bon. Et puis, lui, bon, il avait ce qu'on appelle un bureau, enfin un bureau, je crois que c'était entre il y a la garçonnière, le bureau, peu importe. Mais assez vite, bon, on peut être repéré. Donc, on cherchait toujours des endroits où aller, ça ne peut pas tomber mieux. Hein. Et en effet, un jour, comme ça, au début du récit, ça va être notre première nuit, il me dit je suis libre cette nuit. Donc, je me dis, mais il faut que je trouve évidemment un endroit où aller. Et puis, la seule personne qui me vient à l'idée, c'est ma sœur. Elle est déjà photographe, elle est déjà assez connue. Elle revient des États-Unis. Vraiment, elle travaille déjà, elle a son studio, elle a son appartement, elle est indépendante. Et je l'appelle, elle est pressée comme d'habitude, et elle me passe son assistant. Et l'assistant me dit, voilà, bah, passe prendre les clés. Donc, je vais chercher l'oiseau. À l'époque, je me souviens, c'était au Flore. Ma sœur habitait le deuxième, on marche, puisque de toute façon, avec lui, on marchait dans Paris. C'est le roman d'une époque aussi, hein. C'est pas seulement une histoire d'amour, c'est le roman d'une époque. Et puis, on arrive chez elle. Je ne m'attendais pas du tout à tomber sur elle. Elle bondit comme ça de son studio et elle dit, ah, venez là, tous les deux. Elle ne l'avait jamais vu, elle ne l'avait jamais rencontré. Elle le découvrait en même temps qu'elle me voyait avec lui, sans doute pour la première fois. Et puis, il y avait un fond, vous savez, comme dans les studios photos, il y avait un fond de couleur grise et elle dit, mettez-vous comme vous voulez. Donc, bon, ben, on se met comme on veut, quoi, comme ça vient. Et puis, on regarde là, elle était derrière une énorme chambre close. C'était les gros Polaroids, les premiers. Hein, c'était vraiment, vous savez, avec le soufflet. Et puis, on regarde tous les trois autour du Polaroid. L'image, elle n'en a fait qu'une. Hein. L'image se développait petit à petit, un peu comme dans un tour de magie. Et je me souviendrai toute ma vie, c'est drôle, à l'époque, avec les Polaroids, il y avait un petit tube en plastique noir et dedans, il y avait un petit tampon, finalement, pour glacer la photo, en fait, pour la tamponner. Et je la revois en train de tamponner la photo. Et puis, je l'ai gardée et je me suis dit, cette photo-là, il ne faudra jamais que je la perde. Et je l'ai eue sur moi pendant des années. Puis après, elle s'est elle est passée d'un tiroir à l'autre, mais elle a toujours été là. Elle ne s'est pas altérée avec le temps? Elle ne s'est pas altérée avec le temps du tout. Elle a un petit peu jauni, mais il y a des techniques aujourd'hui qui sont formidables et qui ont des laboratoires qui font un beau travail. Donc en effet, parce qu'on voulait en faire un bandeau, parce que de toute façon c'est la marque de Léo Cher, les bandeaux hein, intégrés, et que là la photo elle était trop belle pour pas la mettre sur la couverture parce que finalement elle raconte pas l'histoire, mais elle raconte une partie de l'histoire. Donc oui, un peu la déjaunir, oui, de façon à ce qu'elle soit belle à l'impression. Alors, il y a quelque chose de très important à dire, c'est que vous étiez majeur et qu'il y a cette notion de consentement quand même. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment la question. Enfin, c'est un sujet qui est tellement grave et qui est tellement au cœur de la société qui ne peut pas être abordé comme ça. Je ne parle que de moi. Alors encore une fois, je n'engage que moi, je ne parle que de moi, je suis l'écrivain que je suis et je ne suis absolument personne d'autre. J'ai tracé mon chemin, j'ai su très tôt, dès l'âge de 15-16 ans, que mon chemin ne ressemblerait pas à celui d'une jeune fille, puisque c'est comme ça qu'on disait à l'époque, je crois, de la bourgeoisie, puisque c'est de là d'où je viens, hein, et que je n'irais pas dans les rallyes et que je n'aurais certainement pas un très gentil mari avec plein d'enfants, un chien, une maison de campagne. Je savais déjà que j'étais prise de liberté, que j'étais prise de ce que la vie pouvait m'apprendre. Et nous, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a 8 ans, j'ai écrit Place Colette, qui est là, on va dire, ma première expérience amoureuse
sans aller jusqu'à une forme d'incarnation charnelle qui, là, va avoir lieu dans des jours, mais qui est quand même très, très engageante et qui, aujourd'hui, 8 ans après, Léo Cher, mon éditeur, me dit toujours est-ce qu'on publierait? C'est une vraie question. Moi, oui, évidemment, j'aurais une tendance à le publier. Je l'ai écrit, je l'ai assumé. Mais c'est aussi l'histoire d'une fille de 14 ans qui tombe. Enfin, Colette a écrit avant moi. Hein, c'est pas les jeunes filles qui tombent amoureuses d'hommes plus âgés. Hein. Sauf que j'ai tenu vraiment à faire ce distinguo, que ce soit dans cette histoire de Place Colette avec Pierre, qui à l'époque, il ne s'appelle pas Pierre du tout, mais est sociétaire de la Comédie Française, et qui bien sûr aurait dû me renvoyer chez moi quand je vais demander de m'embrasser, mais ne l'a pas fait. Et que ce soit alors à 18 ans, où là je suis en effet majeure, puisque Giscard avait baissé la majorité. 74, oui. Je tiens à dire que dans ce parcours-là, dans ces deux histoires-là, j'ai eu la chance extraordinaire, aussi peut-être étrange que ça puisse paraître, oui, d'être entièrement consentante, je tiens bien à le dire, consentante, oui, non seulement consentante, mais je suis tombée sur des hommes, alors ça doit exister, hein, j'ai bien conscience que ce n'est pas la majorité, certainement pas, mais je suis consciente d'avoir eu deux hommes très différents, avec lesquels j'ai eu des natures aussi de relations très différentes, mais qui ont été tellement délicats, tellement attentifs, que je suis là. Aujourd'hui, je suis l'écrivain que je suis et je suis la femme que je suis de ces hommes-là. C'est-à-dire, quand je dis de ces hommes-là, ce n'est pas uniquement de l'homme de Place Colette ou de l'oiseau Au long des jours, de Mouloudji, puisqu'on va enfin dire son nom, hein, puisqu'il s'agit de Mouloudji. Je suis la liberté que j'ai choisie de m'accorder, c'est-à-dire celle de ne pas avoir d'enfant, qui fait partie pour moi d'un chemin de liberté. Je comprends que tout ce discours-là soit difficile à entendre. Hein. Ou pas. C'est un chemin choisi. Je savais que je ne voulais pas d'une vie, je ne voulais pas de la vie qui s'offrait à moi, même si j'avais conscience d'avoir beaucoup de chance d'être née dans un milieu où j'avais accès à la culture, où j'avais un père académicien, où j'avais un entourage intellectuel formidable, des parents formidables, une famille formidable. J'ai rien à dire là-dessus. Mais je me savais déjà singulière. Je ne savais pas que j'écrirais un jour, beaucoup, beaucoup plus tard, des années après, mais je me voulais singulière et je trouvais qu'à partir du moment où on n'avait pas d'enfant, ce qui était mon cas, cette singularité-là ne regardait que moi et ne pouvait faire de mal qu'à une seule personne. C'est à moi. Donc, je me suis toujours considérée, c'est peut-être pour ça que je suis devenue écrivain d'ailleurs, mon propre laboratoire de recherche. Et ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est la découverte des êtres humains, que ce soit dans la relation amoureuse, dans les relations amicales, dans toutes sortes de relations, mais de pouvoir explorer ces relations et d'apprendre finalement, peut-être beaucoup plus tôt que d'autres, les écueils et les bonheurs aussi, puisqu'il y a les deux, de la vie. Parce que évidemment, quand vous commencez votre véritable initiation amoureuse avec votre premier amant, que vous avez 18 ans, qu'il en a 55, et que vous savez que, je veux dire, voilà, que ce n'est pas l'enfant qui vient de naître, vous savez à quoi vous vous exposez, en même temps que vous le découvrez, parce que vous ne le savez pas vraiment. Quand il vous dit « je ne suis pas libre, j'aime les femmes », bon, c'est des phrases. Après, il faut les vivre. Mais sans doute que je me sentais d'abord calibrée pour ça, et puis la curiosité des êtres humains, vraiment la curiosité, mais dans le bon sens du terme, hein, pas la curiosité malsaine, j'ai horreur de ça, mais la recherche et la curiosité des êtres humains, c'est vraiment ce qui m'a le plus passionnée.
j'aurais pas fait de théâtre, j'aurais été plus scientifique que littéraire. J'aurais adoré être psychanalyste. L'être humain me passionne. Alors peut-être que j'ai pris beaucoup d'avance, oui, par rapport à des filles de mon âge qui allaient dans des surbooms, chose que je n'ai pas faite, qui avaient des flirts avec des garçons de leur âge. Moi, je sais qu'à l'époque, bon, il y a beaucoup de femmes. Ce soir, je pense toujours aux femmes parce que j'écris principalement pour les femmes. Il y a peut-être quelques garçons, mais c'est plutôt des femmes. Mais je pense quand même que ça ne dira pas grand-chose aux gens, mais que la passion pour le théâtre, c'était une chose, mais il y avait aussi la passion pour la chanson française. Et que quand à 15 ans, vous entendez Francis Lemarque chanter à Paris et que ça vous émeut autant, c'est que vous êtes déjà quelqu'un d'un peu singulier, parce que mes copines, elles y écoutaient Claude François, Julien Clerc. Moi, j'étais dans Brassens, Ouais. dans Barbara, dans Brel, évidemment, mais même dans des chanteurs aujourd'hui beaucoup plus oubliés, comme Henri Tachant. Voilà, j'étais complètement immergée dans le théâtre, donc cette passion pour la langue française et pour la chanson française, où j'y consacre d'ailleurs vraiment une vraie place quoi, dans le roman. C'est une personne à part entière, un personnage à part entière, parce que je pense que c'est un art majeur. D'abord, ce n'est pas du tout un art mineur, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Beaucoup de gens pensent que c'est facile. Alors oui, c'est comme dans tout, hein, il y a des chefs-d'œuvre et il n'y en a pas. Mais Alors justement, voilà. Nathalie, excuse-moi de vous couper, avant que j'oublie, page 86, vous écrivez quelque chose que je partage aussi. Vous écrivez, à mes yeux, rien ne dépasse cette grande époque de la chanson populaire française, avec une liberté de ton qui ne reviendra plus jamais. Non, plus jamais. Non, plus jamais, parce que si vous écoutez Brassens, si vous écoutez Brel, si vous écoutez tous les chanteurs, les chanteurs de l'époque, Léo Ferré, puis plein d'autres là qui me reviennent pas, la liberté de ton, la liberté d'esprit, la liberté de s'exprimer, c'était quelque chose qui était contestable. Tout est contestable, évidemment. C'est ça qui est intéressant. Elle est peut-être dans le rap encore, peut-être. Oui, elle est peut-être dans le rap. Alors, malheureusement, bon, je connais mal le rap. Elle est dans le slam, sûrement dans le rap. C'est très intéressant. Mais le problème, si vous voulez, c'est que il y avait une sorte de classicisme. Le rap, c'est une novlangue, quoi. C'est presque une langue. J'allais dire, oui, c'est une novlangue. Enfin, c'est une langue qui a été inventée et qui est splendide. Mais si on la pratique pas, c'est-à-dire si on parle pas rap, c'est-à-dire que on n'est pas habitué à ces sonorités, etc. Écrire une chanson, raconter une histoire, donner de l'émotion en 3 minutes et demie, je pense que c'est une des choses les plus difficiles qui soit. Et d'ailleurs, énormément, je crois que c'est le fantasme et le rêve d'énormément d'écrivains de pouvoir écrire des chansons, mais c'est très, très difficile de Vous en faire passer. écrivez, vous, ou pas, des chansons? J'ai écrit une chanson qui est une chanson à la demande de Claude Berry pour un film qui est autobiographique, qui raconte notre histoire, notre rencontre, qui s'appelle L'un part, l'autre reste. C'est Charles Gainsbourg, de mémoire. Et voilà. Et la chanson à la fin, j'ai écrit les paroles, Frédéric Botton a écrit la musique. Et c'est Charlotte Gainsbourg qui la chante. Voilà, j'ai écrit une chanson et je me suis aperçue, bon, ça a été un moment merveilleux, mais je me suis aperçue de la difficulté que l'exercice. Parce que, voilà, raconter en 3 minutes et demie 2 hommes, l'un qui va décider de rester avec sa femme et l'autre qui va décider de s'en aller. Bon, une fois qu'on vous dit ça, c'est bien, mais c'est difficile. Et puis ce que j'adore aussi dans la chanson, c'est l'immédiateté de l'émotion qu'elle procure aux gens. Voilà, il n'y a pas besoin de se plonger dans des choses très profondes. Et puis on pourrait tous, autant qu'on est, faire l'album. Chacune d'entre nous ferait l'album d'une vie, quoi. C'est intéressant. Moi, je voudrais revenir sur une chose importante. Sur votre livre, il est marqué roman et pas récit. Pourquoi? C'est le fait de ne pas nommer. Vous nous dites, est-ce que vous le nommez très rarement ou pas du tout? Oui, effectivement, c'est l'oiseau. Voilà. C'est ça qui fait que c'est un roman? Non, parce que je n'ai jamais écrit récit. Parce que
écrire, c'est l'inverse d'un récit pour moi. C'est-à-dire que vous écrivez un livre politique, vous écrivez un livre en relatant des faits historiques, oui, évidemment. Là, vous passez par une forme de réalité qui vous est imposée soit par l'histoire, soit par la politique, soit bon. Mais à partir du moment où vous passez par cette histoire, elle a eu lieu il y a 45 ans, je ne peux pas vous garantir à 100% que ce jour-là, sa chemise était blanche et n'était pas noire. Je ne peux pas vous garantir à 100% qu'on a pris à droite alors qu'on a pris à gauche. À partir du moment où, de toute façon, la psyché se met en route et le système de l'écriture se met en route, c'est forcément romanesque. Parce que c'est romanesque, ne serait-ce qu'une chose, c'est de faire tenir en à peine 200 pages une histoire d'amour qui va durer un peu plus d'1 an et qui va avoir cette intensité. Récit, récit, non, je ne le sens pas comme un récit, mais comme de toute façon quelque chose de romanesque, parce que l'histoire est romanesque, de toute façon. Et qu'est-ce que ça représente pour vous le mot oubli et le mot abandon? Parce que j'ai l'impression que ces deux mots sont quand même assez en filigrane ou en continuité par moment dans Ah, vos... ils le sont complètement. Bon, déjà, l'oubli, c'est la base de mon travail. Ouais. C'est 23 livres pour lutter contre l'oubli. C'est-à-dire que je vais écrire très tard, ce qui donne beaucoup d'espoir aux gens qui veulent écrire. Je vais écrire presque à 40 ans. Mon premier livre qui s'appelle L'un pour l'autre, qui est un roman croisé sur la disparition d'un acteur que je n'ai pas connu et que j'ai adoré, qui s'appelait Charles Denner, de mon frère Louis, qui est mort 10 ans auparavant. Et je comprends à ce moment-là que pour moi, le fait d'écrire, c'est l'inverse de Fossoyeur. C'est-à-dire que je vais passer mon temps à excaver, à faire remonter à la surface toutes les choses, les personnes, les êtres que j'ai aimés ou celles qui ont traversé ma vie, comme si le tombeau de papier était, ça s'appelle d'ailleurs un tombeau en littérature très souvent, hein, mais comme si le tombeau de papier avait quelque chose de plus sûr. Alors vous allez me dire, le papier peut brûler, il peut aussi il peut pourrir, il peut se dégénérer, tout est possible. Mais si vous voulez, je trouve qu'il n'y a aucune autre façon de faire revenir dans la lumière les gens qu'on a aimés que dans l'écriture. Et bon, il va y avoir beaucoup de livres comme Lumière invisible à mes yeux, c'est des livres que les gens connaissent moins, sur une collection de photos post-mortem que j'ai. J'ai quand même fait un beau livre dans ma vie sur le Père-Lachaise. Il y a cette obsession de lutter contre l'oubli tout le temps. Et puis après, il y a les grands portraits, ceux que j'ai faits dans mes 23 livres. Il y a Claude pour Claude Berry. Il y a les fleurs du silence pour mon père. En effet, il y en a pour Louis. Il y a aujourd'hui, au long des jours, pour l'oiseau. Il y a, d'une certaine façon, il y a Roman pour Polanski aussi, pour en tout cas parler du Roman Polanski dont j'ai envie de parler. C'est une façon de conserver. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être une conservatrice en fait en chef de ma chambre verte, mais je crois qu'on a tous, Truffaut l'a mise en image que personne, mais je crois qu'on a tous une chambre verte et que nous, les écrivains, on a cette chance-là extraordinaire de pouvoir, j'allais dire, presque ressusciter. Alors, c'est un bien grand mot parce que, au fond, ressusciter, malheureusement, on n'a pas ce pouvoir parce que je vous assure qu'à la fin de l'écriture d'Au long des jours, s'il avait sonné à la porte et qu'il m'avait dit viens, je crois que je serais repartie avec lui comme quand j'avais 18 ans. J'en suis sûre de ça. Vous auriez été une bonne réanimatrice, surtout, j'ai envie de dire. Comment? Vous auriez été une bonne réanimatrice aussi. Oui, mais quelque part. Oui, mais c'est adorable, c'est un beau compliment. Réanimer, c'est ça en fait. Réanimer, il se trouve qu'en plus, puisqu'il m'est arrivé cette histoire de grève de rein et de 2 mois de coma, j'ai en plus vécu 2 mois de réanimation. Donc, j'ai même vécu la réanimation de l'intérieur. Ça aussi, c'est... peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça devait être sur mon parcours et j'en savais rien. Mais c'est vrai que le fait
de lutter contre l'oubli, lutter, jusqu'à un moment où les livres seront toujours là. Alors, ils seront, je ne sais pas où, dans quelques siècles, peu importe. Mais lui, par exemple, sur Mouloudji, il existe une formidable biographie de Gilles Schlesser. Il existe ses romans, bien sûr, parce qu'il a écrit beaucoup de romans. Mais si vous voulez, sur lui-même, il y a un merveilleux livre fait par ses enfants, puisqu'il a eu 2 enfants de 2 mamans différentes, des gens merveilleux aussi, qui ont fait un livre sur leur père, mais beaucoup avec des photos, avec des documents. Voilà, là, je rajoute une toute petite pierre à l'édifice, mais cette pierre à l'édifice, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? C'est un pari c'est un pari qui était risqué parce que justement, on va reparler de Bettina, encore une fois Bettina. Quand je lui dis ce que je suis en train de faire, je lui dis, tiens, tu sais, c'est drôle, je suis retombée sur cette photo, ce Polaroid, tu t'en souviens? Alors elle me dit, oui, oui, vaguement. Bon, là, elle me donne 2 noms de chanteurs, je vous dirai pas, c'est tellement drôle. C'est à peine si elle ne m'a pas dit Tino Rossi, quoi. Je lui ai dit, non, on n'est pas, au 19e siècle, Bettina, quand même. C'est pas que tu écoutes que Bob Dylan, que sinon il n'y a que Tino Rossi, mais non, elle se souvenait comme ça dans sa mémoire, pareil. Et en fait, c'est drôle parce qu'elle m'a dit tout de suite, elle m'a dit, mais tu n'as pas peur que tout le monde l'ait oublié? J'ai dit, mais d'abord, j'ai dit, mais c'est tellement pas le problème, c'est tellement pas ma démarche, et c'est même l'inverse de ma démarche, puisque au fond, si je fais ça, qu'est-ce qui m'arrive depuis 15 jours, c'est-à-dire depuis que le livre est sorti, que je sois allée partout, que j'ai fait un nombre d'émissions incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? On l'entend, on l'écoute, on le voit chanter, on le réentend chanter. C'est tout ce que je veux. Je voudrais tellement que là, des lectrices qui nous écoutent ce soir le connaissent pas bien, parce que bon, il y a des filles évidemment très jeunes pour qui ça doit, à part un petit coquelicot, ou un jour tu verras, ou l'amour, qui a été repris par une pub Intermarché, en fait, qui l'a remis un peu dans la lumière l'année dernière. Mais en fait, ce qu'on peut faire de plus beau, c'est aller le réécouter, parce que un artiste, un chanteur, un musicien, un parolier comme lui, ça s'écoute, quoi. Il y a quelque chose aussi de remarquable, outre votre coup de foudre pour Mouloudji, c'est quand vous retracez l'époque. Parce que vraiment, il y a on a l'impression, alors moi je suis dans 74, bon 77, 78, j'étais petite, mais il y a quand même, on a l'impression d'y être, d'être transporté, et ça fait un apaisement, et ça fait du bien de se retransporter. Ça allait avec. C'est-à-dire, ça allait avec le fait, comme je vous dis, que j'ai 18 ans, qu'il n'y a pas le téléphone, que quand vous aimez quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a ce pari merveilleux que je vais découvrir avec lui parce que c'est vraiment un gamin des rues. Il est kabyle, il a une enfance épouvantable, il avait un frère qu'il adorait, qui est mort très jeune, ils ont été jetés à la rue par leurs parents. Il avait une mère maniaco-dépressive qui a passé son temps à l'hôpital psychiatrique, un père alcoolique. Ils ont commencé à être les enfants chéris un peu de ce pari intellectuel. Il a tourné d'abord dans Les Disparus de Saint-Agile, puis il a tourné enfant dans pas mal de films. Et puis il va avoir toute cette famille d'adoption parce que quand je dis qu'il était irrésistible, il n'était pas que pour moi, je crois qu'il l'était pour tout le monde. Et il va avoir Prévert, il va avoir Marcel Duhamel qui est le créateur de la série Noire, il va avoir Sartre, Simone de Beauvoir qui va devenir son éditrice, à qui il va dédier son premier roman, Enrico, parce qu'il raconte beaucoup sa vie dans ses romans. Il va être logé par Jean-Louis Barrault. Ça va vraiment être un gamin avec un destin extraordinaire, dans un Paris extraordinaire, dans une période culturelle absolument extraordinaire. Et cette époque-là, elle est forcément, elle va avec l'histoire d'amour parce que c'est un tout. Aujourd'hui, plus rien n'existerait parce que déjà, il y a des textos. D'abord, tout est différent. Et même l'amour va être c'est tellement facile de rentrer en communication avec quelqu'un maintenant. Alors l'amour,
à l'époque, on dit à l'époque, oui, mais à l'époque, c'est il y a Ouais. longtemps, pas longtemps en même temps. Mais vous imaginez ce que c'est que de correspondre avec un homme comme ça, quand vous habitez chez votre père, on se laissait les petits mots, il essayait de me joindre au théâtre, je passais à la Villa d'Est, je l'attendais, il venait pas. Enfin, tout ça rajoute évidemment au roman. Et puis ce Paris, c'est le Paris de Robert Doisneau, c'est le Paris en noir et blanc, c'est le Paris de Brassailles, c'est pas le Paris d'Anne Hidalgo, quoi. De Willy Ronis. C'est le Paris de Willy Ronis. Oui, voilà, c'est le Paris de Willy Ronis. Enfin voilà, c'est un Paris enchanté, quoi. Avant Pas... que, ouais. Avant que Frédéric vous pose les questions des participants, moi j'ai une dernière question. Est-ce que cela vous a appris quelque chose, cette histoire d'amour avec Mouloudji? Est-ce que ça... Ah oui, ça m'a appris que quand on aimait vraiment quelqu'un, il fallait le prendre comme il était. Il fallait pas. Alors c'est ça, je l'ai appliqué toute ma vie, ça. Et ça, je dois dire que ça a été vraiment la grande leçon de ma vie. Il ne faut pas essayer de changer les gens. Mais je ne crois pas qu'il faille essayer de les changer à 25 ans non plus, hein. Je crois qu'il faut prendre les gens tels qu'ils sont, les aimer pour ceux qu'ils sont, ne pas leur demander des choses qu'ils sont incapables de vous donner et ne rien attendre, parce que moi je crois que je n'ai jamais rien attendu. Et quand vous attendez rien du tout, ben vous êtes merveilleusement surpris, puisque chaque chose est inconnue. Et donc, ça m'a appris, oui, je crois que ça m'a appris ce que c'est que, vraiment, ça m'a appris l'amour, tout simplement. L'amour tel que moi, je le conçois. Parfait. Frédéric, je te laisse la main. Bah, c'est très beau. C'est je t'aime et je ne prends pas ta vie. Voilà, ça, je t'aime et je ne prends pas ta vie. Et je t'aime comme tu es. Et je t'aime avec... en effet, il était d'une complexité folle, mais je pense comme beaucoup d'artistes. Et comme beaucoup d'hommes et comme beaucoup de femmes, enfin, l'être humain, de toute façon, d'une complexité folle. Et de toute façon, essayer de changer les gens, c'est perdu. C'est un pari perdu d'avance. Alors, je ne vais pas vous Mais chanter. il y a la bienveillance. C'est-à-dire que j'ai toujours été accompagnée par sa bienveillance et sa tendresse. Alors, Nathalie, je ne vais pas vous chanter Mon pote le gitan. J'aurais adoré. Francis Lemarque. Mais j'aimerais bien faire entendre à ceux qui nous écoutent un petit passage que j'ai trouvé merveilleux. Le soir tombé, seule sur mon lit, je me sentais comme une poupée désarticulée. Je ne comprenais pas exactement ce que je venais de vivre, ni les raisons qui avaient poussé mon oiseau de malheur à m'attirer dans ce qui pouvait passer pour un piège, ce qui ne lui ressemblait pas. Je préférais penser qu'il me prouvait ainsi qu'il voulait sauver notre relation en la protégeant des menaces de la jalousie. Le fil qui entourait sa patte semblait bien lourd à porter. Mais après tout, j'étais sans doute aussi responsable. Les garçons de mon âge me dégringolaient des mains. Je détestais leur police, leur figure conquérante, leur certitude triomphante et leur conversation sans relief. Seuls les creux, les bosses et les failles me rendaient perméable à l'amour, comme si le temps, déjà mort, donnait au sentiment des vertiges bien plus profonds. Voilà, j'avais envie qu'on entende un peu le son de ce livre. Et comme première question, il y a une fidèle qui nous demande, est-ce que vous avez eu l'impression de faire revivre Mouloudji en écrivant ce livre? Oui, vraiment. C'est-à-dire que d'abord, il s'est mis à revivre en moi énormément. Et puis, sans doute, le cadeau ultime pour moi, ça a été une fois que j'ai eu terminé, c'est poser le problème des enfants, à la fois Annabelle, qui est devenue un peu comme une sœur maintenant, parce qu'elle traverse le livre à un moment donné, on voit une petite fille de 10 ans passer chez lui avec un cartable, et moi j'en ai 18, donc on n'a pas vraiment beaucoup d'écart d'âge. Et Grégory, malheureusement, son fils qui vit aux États-Unis, que je connais moins bien, mais pour moi, la lettre que chacun m'a écrite différemment, avec leurs mots et avec leurs expressions, ils ont eu un père complexe. Hein. De toute façon, tout était complexe chez lui, comme chez beaucoup de gens, je suppose, et chez beaucoup d'artistes, mais le fait de m'avoir écrit que
c'était bien, c'était exactement le sentiment qu'ils avaient eu du père qu'ils avaient eu, et c'est-à-dire que finalement, au fond, ils avaient pratiquement souffert des mêmes choses que moi, ce qui est beaucoup plus grave pour un enfant d'ailleurs. Ouais. Mais c'était qu'ils me disent que ils le retrouvaient tellement vivant, et venant de ses enfants, ça pouvait pas, non, je pouvais pas avoir un plus beau compliment que ça, c'était impossible. Ah oui, tout à fait, c'est magnifique. Oui. Alors, il y a beaucoup de compliments aussi dans ceux qui nous écoutent. J'ai adoré l'ambiance de cette époque avec toutes les références artistiques, littéraires, le clin d'œil à Truffaut avec la chambre verte. Voilà. Et Femme signale aussi que tout ce que vous dites est très beau, et notamment ce que vous dites aussi sur le choix de vie. On est très stigmatisé quand on fait un choix de vie dans lequel il n'y a pas d'enfant et qu'on est une femme. Et surtout, c'est moins vrai sans doute aujourd'hui parce qu'il y a toute une génération d'aujourd'hui qui dit nous, on ne veut pas d'enfants, on ne fait pas des enfants dans un monde pareil. Donc, il y a un vrai changement. Et c'est un changement qui est assez récent et qui, je dois dire, est bien parce que moi, j'ai vraiment subi tout ce mot très fort, mais le jugement, non, mais le regard toujours, ah bon, vous n'avez pas pu, non, je n'ai pas voulu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'assume beaucoup mieux. Mais à l'époque, ah bon, vous n'avez pas voulu. Donc, elle est égoïste, donc ce n'est pas une vraie femme, enfin, tous ces trucs-là. Tout ce qu'on peut entendre là-dessus. Mais sans doute, j'ai été sûrement, c'est parce que j'ai décidé d'être une amoureuse, peut-être plus qu'une mère, et en même temps, je me dis, si j'avais eu un enfant, je pense que je l'aurais fait que ça, de m'en occuper. Donc, je crois qu'il fallait faire un choix, parce que nous, on a eu, comme beaucoup d'enfants de cette époque-là, on a été élevés par ce qu'on appelle une tierce personne, quoi, une dame, une amie, je sais pas, que j'ai aimée comme ma mère, mais bon, je n'ai pas été élevée par mes parents. Vous savez ce qu'on dit d'ailleurs, on dit que les enfants de parents qui s'aiment et qui vivent une passion sont orphelins. Ils sont orphelins parce que, alors eux, j'en ai connu, hein. J'en ai connu. Par exemple, je peux faire une révélation parce qu'ils sont morts tous les deux. Mais j'ai eu presque comme deux parents adoptifs que j'ai tellement aimés, qui étaient Jean et Camille Dutour, que j'ai connu petite fille parce que mon père était à l'académie, puis j'allais passer des week-ends chez eux. Et ils s'aimaient tellement que je crois qu'ils n'ont jamais laissé de place à leurs enfants. Et ça, c'est terrible. Et ça, je l'ai vu petite fille, je l'ai vu adolescente, et j'ai vu les ravages que ça pouvait faire aussi. Un couple qui s'aime tellement, qui est tellement fusionnel que les enfants n'ont plus de place. Ouais. Alors Virginie demande, est-ce que pour vous la réalité serait plus forte que l'imagination et la fiction? La réalité est plus forte que l'imagination et la fiction. C'est vraiment une très bonne question, d'autant plus que je crois que c'est la première fois qu'on me la pose. Il y a une chose dont je suis absolument persuadée, c'est que l'imaginaire est bien pire que le réel. Ça, j'en suis persuadée. C'est-à-dire que je dis toujours aux gens qui commencent à prendre comme ça la mouche du coche et à dire « Et si jamais tu comprends, et après-demain, il me dit ça, et je lui réponds ça, et je lui dis ça. » Stop. Je dis ça, il faut arrêter. L'imaginaire a quelque chose toujours de beaucoup plus terrifiant que quand vous êtes face au réel. Mais je pense qu'on ne peut pas fabriquer d'imaginaire sans réalité, quelle qu'elle soit. Maintenant, après, la réalité, elle se transfigure, l'écriture n'est pas différente de la musique. Au fond, on a de la même façon, on a un certain nombre de notes, on a beaucoup plus de mots que de notes, évidemment, mais je pense qu'on a besoin des deux. Qu'on a besoin de convoquer le réel, parce qu'on part toujours sur une base réelle. Il y a pratiquement tous les romans partent sur une base réelle. Et puis après, l'imaginaire vient s'en mêler. Et c'est là où c'est intéressant, puisqu'il y a un moment où, moi-même, perdu quelquefois dans l'écriture, je me disais, t'es sûr, t'es au bon moment, t'es au bon endroit. On se perd un peu aussi. On a la tête qui dévisse un peu par moment. Mais pourtant, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous écrivez, et notamment quand vous revenez sur des événements qui sont lointains. Elle est où, cette jeune fille de 18 ans aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas d'âge?
Ben si, bien sûr. Ben, elle n'est pas loin, quoi. Oui. Elle est pas loin, elle est étonnamment pas loin, ça me navre. Frédéric, ça me navre, je vous jure. Mais Parce la que me femme de dit, 60 ans, quand vous aviez 18 ans, elle était là aussi. ben, c'était la Parce que, même. parce qu'ils ont l'air d'être des gamins, ces garçons-là, qui sont plus âgés que Oui, vous. mais c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai. Mais je n'ai jamais très bien compris, à part les drames de ma vie, c'est-à-dire les pertes, les problèmes de santé des gens que j'aime, les miens, je ne me vois quand je voyais bien quand j'écris en règle générale, souvent sur le passé, je ne vois pas vraiment de différence. C'est-à-dire, je le vois devant la glace, Hmm. surtout que je ne milite absolument pas. C'est-à-dire que moi, je comprends très, très bien les femmes qui font des choses, qui se refont faire des choses, qui ont un problème avec l'âge. Alors là, je n'ai aucun jugement là-dessus. Mais c'est quelque chose que j'assume pleinement. Mon âge, je l'assume, je le porte. Mais en même temps, je suis toujours celle qui a 18 ans. Mais comme à 18 ans, j'étais déjà celle qui avait 60 ans, Oui. il y a quelque chose de... Mais... Attention, il y a une grande différence entre une vieille petite fille qui ne veut pas vieillir Ah oui, non, c'est autre chose. et une femme Mais qui est toujours, qui est tous les âges de sa vie. C'est non, pas la non, même chose. je vois très bien à quoi vous pouvez penser ou à qui vous pouvez penser, Oui. Alors, mais non, évidemment que non. Mais bien sûr que non. Je suis évidemment la femme que je suis aujourd'hui, faite de tout ça. Mais en effet, quand j'ai écrit, oui, ça a été très facile de convoquer la fille de 18 ans. Elle n'était pas loin, quoi. Elle n'est pas loin. il y avait des félicitations sur votre chanson, je vous le dis parce que j'ai oublié de le dire, quelqu'un qui l'a adoré, et il y a une participante qui dit rester jeune mentalement est très important lorsqu'on vieillit, et j'ai 12 ans de plus que vous. Voilà. Ah ben alors écoutez, d'abord, c'est pas un drame, hein. C'est pas tant que ça finalement. Et c'est vrai que c'est très important de rester jeune et de rester ouvert à être curieux, curieux des jeunes générations, curieux de ce qui se fait, curieux de... Voilà. C'est même si, bon, moi j'assume, je sais que souvent on dit, oh, c'est rasoir, la nostalgie, machin. Moi j'assume mon côté nostalgique euh, parce qu'il y a en effet aujourd'hui, j'ai eu des grandes émotions par certaines formes d'art qui sont moins présentes aujourd'hui. Mais en tout cas, la curiosité, c'est quelque chose qui nous donne la certitude de ne pas vieillir, ça c'est sûr. Donc, vous alliez voir Stéphane Goldman, vous alliez voir Barbara, vous alliez voir Brassens, Vous voulez dire à Jean-Jacques? l'échelle de Jacob, vous alliez Non, dans tous ces endroits. alors j'ai un trou, mais qui est Stéphane Goldman que je ne connais pas? Alors, je crois que vous l'avez entendu, certainement. C'est dans la même époque, c'est quelqu'un qui faisait des chansons extraordinaires, notamment une qui s'appelle Actualité. Mais on a la même culture et le même... voilà. Alors là, Frédéric, vous me séchez ce soir. Alors, je suis sûre que vous avez entendu ces Alors chansons. là, vous me séchez. Il y avait l'histoire d'un cheval mort dans une baignoire. Enfin, c'était Une chanson. totalement... Dès qu'on va avoir fini la rencontre, je vais aller. Allez voir. Oui, bien sûr, mais j'étais aussi, oui, celle qui écoutait Lenny Escudero. Et puis, c'était mon côté engagé, c'est-à-dire que je trouvais que la chanson, en plus de ça, était une forme d'engagement. Je me reconnaissais parmi... parce que Mouloudji, c'est quelqu'un, justement, je pense que la chose qui l'a le plus rendue heureuse et le plus malheureuse, qui est souvent un paradoxe, mais ce qui est souvent ça aussi, c'est cet absolu besoin de liberté, cette farouche opposition à toute forme d'autorité, d'appartenance à un label, d'obliger à n'importe quel système. Et en même temps, quand on se rencontre, en 1978, il est un peu au creux de la vague. Oui. Et il ne va pas avoir le parcours que vont avoir des gens comme Aznavour ou même Brel, ou même... parce que cette liberté a un prix et qu'il n'est prêt à faire aucune concession, et en même temps, il en souffre. Parce qu'il me dit toujours, il me dit, mais qu'est-ce que tu lui trouves à ton vieux chanteur? Ah bon, d'abord, mon vieux chanteur, il est sublime. Et puis, non, c'est juste que, voilà, la liberté a un prix. Et j'ai toujours été tellement admirative
des gens pour lesquels la liberté a été plus importante que les apparences, surtout dans un monde comme aujourd'hui où oh là là, les apparences, ça fait tellement de dégâts. Oui, surtout sur les réseaux. Et à cette époque-là, vous écrivez, vous ne publiez pas, mais vous écrivez déjà? Ah non, pas du tout. Pas du tout, Alors, du tout. moi, je fonctionne, chacun a ses petits fonctionnements. Je ne peux pas écrire au moment où j'ai tout un processus de livre qui sort. J'ai besoin d'être entièrement concentrée sur ce que je fais, d'être entièrement consacrée à mes lectrices, d'être consacrée à ce moment. Ah ben attendez, je parlais de l'époque où vous l'avez rencontré, lui. Ah, que j'écrivais, donc même pas. Même pas des poèmes. Mais je n'ai jamais écrit la moindre ligne avant l'âge de 39 ans. Jamais, 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 jamais. Mon père était académicien, j'étais entourée de tous ces charmants petits hommes verts qui étaient tous très importants. Tous les dimanches soirs, mon père faisait un dîner chez lui avec, j'en profite pour l'embrasser, avec la merveilleuse Hélène Carrère d'Ancos, qui est une femme extraordinaire. Donc, je voyais ça de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse. Non, ça me semblait un milieu, d'abord pour les très, très grandes personnes. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce que tu aurais à raconter avec tous ces gens si brillants? Non, ça ne m'est jamais venu. C'est vraiment la perte de mon frère. Je ne sais même pas si, sans la perte de Louis, et un article très particulier qui l'avait oublié, ou qui avait oublié de le mentionner dans la vie de quelqu'un, si cette espèce de rage qui est montée en moi, parce que c'était une espèce de rage comme ça, en me disant, mais c'est pas vrai, ça fait que 10 ans qu'il est mort et il est déjà oublié. Non, c'était pas possible. Alors, je ne sais pas, c'est venu de là. Après, qu'est-ce qui fait qu'on se met un jour à écrire? C'est difficile à dire. Oui, très. Nathalie, je n'ai plus de questions et je te rends le... Moi, je voudrais savoir quelle lectrice vous êtes, Nathalie, et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Et un conseil de lecture à ceux qui nous regardent, peut-être, tout simplement. Oui, alors, qu'est-ce que je lis en ce moment? D'abord, je lis, je ne vous donnerai pas du tout de piste sur ce que je lis, parce que ça a peu de rapport avec la suite. Qu'est-ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui m'a beaucoup plu? J'ai lu le livre de Monica Sabolo, qui est un écrivain que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la plume. Qu'est-ce que j'ai lu? De cette rentrée, pas encore quoi que ce soit, parce que j'ai pas eu le temps. J'aime. Oh, il y a beaucoup de choses que j'aime. J'ai pas lu. J'adore Pierre Lemaitre, mais j'ai pas eu le temps de lire le dernier non plus. Et puis souvent, je pars sur des chemins vraiment de traverse. Et quelquefois, voilà, ben, comme au long des jours, j'ai relu. Voilà, souvent, le fait d'écrire vous permet d'être chronophage. Et si on prend tous les thèmes de mes livres, à chaque fois, c'est une somme de lecture immense. Mais je trouve je trouve que la littérature, elle est très, très riche. Et surtout, je trouve qu'elle est devenue assez féminine, très féminine même. Parce que quand j'ai commencé ça fait 23 ans, finalement, les filles, on n'était pas très nombreuses. Hein. Il y avait, on était une quinzaine. Comme ça, on a cheminé ensemble d'ailleurs pendant toutes ces années. Je trouve que justement, ça c'est quelque chose que les femmes ont acquis. Aujourd'hui, elles pèsent lourd dans la littérature. Elles sont importantes, très importantes. Merci beaucoup. En tout cas, moi, mon conseil de lecture, je vous le remontre, il est là, Au long des jours, qui est sorti aux éditions Léo Cher. Allez l'acheter en librairie parce que vous allez passer un moment merveilleux. C'est une très belle histoire d'amour, mais pas que. Vous allez revivre une époque, c'est émouvant, il y a plein de choses là-dedans. Donc, il faut absolument lire le livre de Nathalie. Adorable. Merci. Frédéric, vous écrivez en ce moment? Oui. Ça se passe bien? Vous êtes contente? Ça se passe. Je le porte depuis 25 ans, ça se passe. Ah, depuis 25 ans, alors ça oui. Donc, bon, écoutez, je croise les doigts et que tout se passe bien. Vous êtes vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Mais, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais vous avez une plume
d'une finesse, d'une délicatesse et d'une sensibilité. C'est adorable de votre part, je ne Non, m'attendais pas du tout. non, mais c'est vrai, je veux dire, et vous êtes vraiment une voix à part, Frédéric. Moi, je le pense sincèrement, avec Voilà. un imaginaire très à part aussi. J'ai très chaud et je suis toute rouge. Attends, Merci Nathalie. en tout cas, merci à vous, merci toujours pour cet accueil. Merci, merci aux auditrices et merci aux lectrices. Merci aux gens qui aiment l'univers du livre surtout. C'est important. Un grand merci à vous, Nathalie. Nous, on se retrouvera jeudi à 19h avec Laurine Roux, qui est la lauréate du prix Orange 2022 pour L'autre moitié du monde, qui paraît aux éditions du Sonneur. Je vous souhaite une belle soirée, une belle continuation avec Au long des jours, parce qu'il y a une belle promotion, on voit partout effectivement. Donc bravo et bonne longue vie encore à votre roman.